Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans une région merveilleuse, la Champagne. Un terroir qui a donné son nom à un célèbre breuvage de luxe, le champagne. À prendre bien entendu avec modération, l'abus étant nuisible pour la santé. De la vigne en passant par la flûte jusqu'à votre palais, le voyage est long et plein d'histoires. L'histoire du travail méticulé, des gestes précis de ceux qui se sont transmis de siècle en siècle un savoir unique. Dans les villages de Chézy, les pays de Champagne, Meunieux et autres Moët et Chandon, des petits vignerons ont joué des coudes pour avoir voix au chapitre. Parmi eux, une femme qui plus est une Congolaise, Yamado. Comme quoi au Congo, il n'y a pas que des Yamimi. Cette brave femme vigneronne qui produit un champagne prisé, Yamado, a fait étudier ses jumelles, une aux États-Unis et l'autre en Australie. Nous sommes allés à la rencontre d'une partie de tout ce beau monde au nom du Congo qui gagne. Suivez ces reportages au micro de Congo Lulendo, un reportage de Kerwin Maïzo pour maïzo.com. Nous sommes à Chézy-sur-Marne, dans un vigneron, et nous sommes avec monsieur André Terrien. André Terrien est vigneron. Alors, bonjour monsieur André. Bonjour. Nous sommes pas très loin des Châteaux Thierry et Ouais, vous êtes dans le Champagne. Voilà, c'est ça. Alors, comment vous est née la vocation de travailler dans le Champagne? C'est venu de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Oui. C'est une famille depuis très longtemps. Et ici, c'est un village qui est réputé depuis 1500. Oui. Puisque, comment il s'appelle, François Ier venait chercher son vin pétillant. À Chézy-sur-Marne. Voilà. Vous savez pas ça? Ah mais je viens de découvrir. Donc, et le plus vieux parchemin du département, c'est un acte de vente en l'an 800. À Chézy-sur-Marne, c'est une parcelle de vigne. Déjà en l'an 800, il y avait déjà donc de la vigne à Chézy-sur-Marne. C'est un parchemin qui est allant à notre comment s'appelle, la préfecture, pardon. La préfecture. Je cherchais le nom. Alors vous êtes tombé là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant à travailler dans une ville? C'est très prenant. Oui. Déjà, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et puis, toute l'année, vous êtes, regardez, à l'air. On a les oiseaux, on a tout ce qu'il faut. On est très proche de la nature, j'y suis. Et quand vous arrivez à la récolte, vous vous sentez vraiment quelqu'un de bien, d'une belle production. Oui. Et voilà. Alors, dans l'année, ça va de quand à quand? Parce qu'il y a des périodes. Oui, mais si vraiment on s'en occupe bien, il n'y a pas de trou. Oui. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc là, c'est la vendange. Et après les vendanges, donc ça va être... il y a des pieds qui meurent malheureusement, donc on a fait l'arrachage. Oui. Et ensuite, on va commencer la taille d'hiver. Oui. La taille qui dure 3 mois. Donc quand on aura fini, l'hiver sera pratiquement passé. Et après, on commence le travail du printemps. Et c'est reparti. Voilà, donc pas de repos toute l'année, ça tourne, Il y a des petits trous quand même, mais c'est pas des grands espaces. Là, avant la vendange, on peut avoir un mois de repos, 3 semaines. Alors, pour un hectare des vignes, vous avez quelle production? C'est de l'AOC, une appellation d'origine contrôlée. Oui. Et on a un quota. Donc cette année, c'est 10 200 kg hectare. Oui. Et si 10 200 kg hectare. Voilà. Si on les fait, c'est bien. Si on a trop, ça reste. On est obligé de le couper, laisser par terre. Comme Vous les dernières. coupez, vous laissez par terre? Ah oui, on n'a pas le droit. Pour réguler les prix? Voilà. Non, c'est comme ça. C'est une appellation, donc on récolte ce qu'on vend. C'est aussi strict que ça? Ah oui, c'est beaucoup plus strict que ça. Tout est réglementé. La taille, tout. Ce que vous mettez dans le sol, les traitements, tout. Vous ne pouvez pas donner, non, vous laissez par terre. Ah oui, on n'a pas le droit. Bon, s'il y a quelqu'un qui vient faire de la confiture, on ne va rien lui dire. Alors, ça montre quand même les sérieux qu'il y a, qu'il y a dans ce domaine. Alors là, à côté, on voit Madame Mado, donc nous, les Congolais, on dit Yamado. Oui, Yamado. C'est votre épouse. Voilà, c'est ça. Donc c'est un couple franco-congolais. Ouais. Et on retrouve la première Congolaise connue, travaillant dans les vignerons et les vignerons. C'est vraiment une particularité. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous travaillez dans les vignes. Dans les vignes. Et vous produisez du champagne. Du champagne. Un produit que les Congolais adorent. Ils font des concours dans des boîtes, qui va acheter le plus. On a vu même des gens acheter jusqu'à 60 bouteilles de champagne dans une boîte. Mais il y a une Congolaise qui produit du champagne. Oui. Et ça s'appelle comment? Yamado. Yamado. Ah, du Yamado, votre champagne.
quelle différence y a-t-il entre... Parce que là, à côté, là, c'est juste Moët et Chandon, Oui, à côté. ça, oui. Et Yamado n'est pas très loin. Oui. Quelle différence y a-t-il entre Yamado et par exemple, hein, Moët et Chandon, si on sait que c'est la même terre, vous êtes des voisins. Je vis, chez vous, c'est très ordonné, c'est très travaillé. C'est les noms, quelle différence y a-t-il entre vous deux? C'est les différences du travail. Voilà. Une différence de travail. Du travail. Les différences de travail. On a un respect énorme, c'est ce qu'on Il y a dit. beaucoup de travail manuel. Beaucoup de travail manuel. Mais On c'est nous dit il mécanisé. faut faire ça, on fait ça manuel. Et c'est mécanique. C'est qu'il y a du travail, c'est que quand on coupe quelque chose, vraiment, on sait vraiment diminuer, mais c'est qu'on demande de le faire. C'est que si on nous dit oui, il faut garder les arrachés, on doit les garder les arrachés. Si on dit qu'il faut maintenant ces petites pousses qu'on doit les garder pour développer pour l'année prochaine, et puis qui fait que maintenant, et c'est le manuel, fait les mécaniques, c'est que mécanique, on fait vite, et puis les résultats, il n'est pas le même. Alors, avant de revenir sur madame, j'aimerais savoir quelque chose. On a circulé dans la ville, on a vu comment on conserve, que c'est un produit très raffiné. Pourquoi on dit spiritueux? On parle de vins et spiritueux. Spiritueux, pourquoi? Parce que c'est un vin de fête déjà. Et puis vous regarderez dans les assemblées où il y a quelqu'un qui a un verre, les gens ont une coupe dans la main, vous regardez, ils ont tous le sourire. Et les femmes en plus, c'est encore pire. Ouais. Donc sa particularité, c'est vraiment, ça rend joyeux. C'était très très agréable à boire et ça ne fait pas d'aujourd'hui que tout le monde le boit. Et puis si on est tant copié, avec tous les vins qui nous copient, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Alors, vous êtes dans une famille traditionnellement qui est dans le vin, disons, dans le champagne. Oui. Vous avez épousé une femme qui vient du Congo, qui n'a pas grandi dans cette tradition. Non, Comment avez-vous réussi à faire la jonction professionnelle? Je ne parle pas de la jonction des cœurs, mais la jonction professionnelle. Ça a été facile? Tout est facile, vous voyez, il suffit de vouloir. Et ma femme, c'est quelqu'un de... Je ne sais pas si tous les Congolais sont comme ça, mais elle s'est mise à travailler là-dedans comme si elle avait été née, comme moi. Mais les Congolais ressuscitent de Voilà, surtout ceux qui c'est touchent la cet preuve. enfant maintenant. Elle est passée ses examens et tout ça. Elle est passée, la première fois, du premier coup, elle a eu ses examens. Genre, Donc on doit passer une formation et des examens. Voilà, Ah, oui, tout à fait. oui. J'ai le concours de taille et puis on ne peut pas travailler dans le business si on n'a pas le concours de taille. Déjà. Et puis j'ai mon concours de taille avec émotion bien sûr et puis voilà, je suis dedans et puis C'est parti depuis et longtemps. c'est parti depuis longtemps, donc fait- ça me fait plaisir et puis je suis dedans. Il y a même plus de 20 ans maintenant. C'est comme ça. Et comment les gens ont accueilli un champagne qui a un nom congolais, qui ne s'appelle pas Madeleine, mais qui s'appelle Mado, Yamado. C'est un nom congolais. Comment est-ce que les Français ont accueilli ce nom? C'était exotique ou ils se sont dit, bah, Au départ par la curiosité, Par la curiosité, ensuite et par la puis qualité. donc la qualité a primé. Oui. Une fois que le champagne, les gens goûté, ils y reviennent. Alors, on a remarqué que vous avez su joindre l'utile à l'agréable. J'ai parlé à une de vos filles, Alexandra. Donc, vous êtes dans le vin et vous avez formé vos filles. Il y en a une qui a fait une école de commerce aux États-Unis, il y en a une autre qui a fait les droits en Australie. Et les deux sont dans des domaines liés au champagne. C'était par calcul ou la vocation des enfants aussi s'est mélangée à tout ça? Pas du tout. Ça les a prises avec leurs études. Ils ont eu l'occasion de côtoyer déjà les vignes et tout. Et donc celle que vous n'avez pas vue, elle est dans le droit, mais dans le droit des vins normalement. Oui, oui. Donc elle est Sa jumelle me l'a dit, hein, qu'elle est dans le droit des vins. Elle a parlé alors. Oui. Donc elle est spécialisée. Et elle a un palais, c'est incroyable. Elle connaît des trucs que j'arrive pas moi. Elle est vraiment, elle est calée là-dedans. C'est quelqu'un qui a un don. Elle a un don pour le vin, mais il faut voir, c'est quelque chose d'incroyable même. Et puis elle est douée là-dedans, elle a une tête comme ça, elle connaît tout. Alors, on dit généralement à prendre avec modération. Ouais. Vous qui travaillez là-dedans, quel est votre comportement vis-à-vis de l'alcool?
Mais moi, je bois pas du tout, malheureusement. Il en fabrique, mais il n'en boit pas du tout. C'est comme ça. Mais bon, j'y goûte quand même. Hein. Oui. Et ben oui, c'est bon. Et moi, je préfère le sucre. Oui. Donc, le ratafia, entre parenthèses, c'est l'apéritif qu'on fait ici en Champagne. Oui. C'est ce que je viens de goûter. Oui. Et c'est quand même très particulier. Oui, c'est du jus de raisin on a stoppé la fermentation avec de l'alcool, c'est tout. C'est l'alcool qui empêche le jus de raisin de fermenter. C'est pour ça que ça reste sucré. Est-ce que c'est un produit rentable? C'est un produit de luxe, certes. C'était rentable. Ah, oui. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est très difficile, il y a beaucoup de charges, de taxes. Donc charges, taxes et puis la concurrence peut-être. Voilà, c'est ça. Il y a la concurrence, mais c'est une concurrence déloyale qu'on a, parce que bon, vous avez vu tous les mousseux, les vins pétillants qui aujourd'hui, c'est des prix très bas. Oui. Hein, et je ne peux pas vous citer un produit italien, je ne dis pas le nom, mais c'est un produit qui explose. Donc c'est entre 4 € et 7 € la bouteille. C'est pas du truc naturel du tout. Mais bon, ils sont arrivés à 430 millions de bouteilles et nous on a du mal à vendre 300 millions de bouteilles. Hein. Et ça fait que quelques années que ça existe ce vin-là. Et vous n'avez pas un soutien du gouvernement pour protéger... Au contraire, ils nous assassinent le gouvernement. Avec les taxes et tout ça. L'assommoir fiscal comme on dit. C'est la folie. C'est une histoire de fou. Alors, si quelqu'un veut rejoindre votre domaine, quel conseil lui donnerez-vous d'emblée? Je n'ose pas vous le dire devant la caméra. C'est que ça doit être dur. Oh non, ça devient trop difficile pour les petits qu'on est, enfin les petites surfaces. Mais même ceux qui ont des bonnes surfaces ont des problèmes aussi. Maintenant, il y a les multinationales qui s'en sortent bien, c'est tout. Et ils ont des moyens énormes par rapport à la publicité. Bien sûr. Et puis nous, on vend une bouteille entre 12 et 15 €. Eux, la moins chère, c'est 16-18 € et la plus chère, il n'y a pas de limite. Hein. 500-600 € la bouteille, même plus. Hein. Donc, alors, quelque chose de technique. Sur le plan climatique, pour avoir un très bon cépage, qu'est-ce qu'il faut? Beaucoup de soleil, beaucoup de pluie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit bien équilibré déjà. Et les cépages, on a 3 cépages, hein, un blanc et 2 noirs. Oui. Donc il y a un pinot meunier, un pinot noir. Et puis le blanc, c'est donc le chardonnay. On a droit à ces 3 cépages-là, c'est tout dans la Champagne. Donc il faut qu'il y ait un printemps assez pluvieux, pas froid, disons, parce que cette année on a souffert du gel. Et puis après, une belle saison, du montée du soleil, la vigne, ça ne souffre pas de la sécheresse. Ça peut tenir très longtemps. Il y a des études de fait, on a trouvé des racines jusqu'à 13 mètres de profondeur. Donc ça va très très loin chercher l'humidité. Et bon, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps non plus. Et sinon, une année comme cette année, c'était bien. À part que le soleil a trop chauffé, et on a eu des brûlures sur le raisin. Même bien brûlé. Hein. Il y a eu au moins 20 à 30% de dégâts. Et quelle est votre stratégie d'expansion économique? Il y a des niches quand même où il faut aller chercher de la clientèle. Par exemple, les Congolais consomment beaucoup, ils mettent beaucoup de moyens là-dessus. La seule solution maintenant, c'est d'aller chercher le client. Sinon, mais on ne peut pas être aux vignes et s'occuper du commerce. Donc il faut être deux qui s'occupent des vignes dans le commerce. Sinon, avant, c'était facile, le client venait chez vous. Ça se passait comme ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui vient, vous attendez, vous ne vendrez pas une bouteille. Donc il faut aller chercher. Il faut être en permanence sur la route, chercher le client, les nouveaux clients, il n'y a plus comme ça qu'on peut s'en sortir. Alors pour chercher les clients, on donne à Yamado la possibilité de chercher les clients congolais. Vous vous adressez à eux dans la langue de votre choix, les Swahili, les Lingala. Dites-leur quelque chose. Ils aiment beaucoup le champagne. Ils vous écoutent. Ndio nalikuwa napenda kudevelope paske sanya nalikuwa napenda kwenda ku Kongo. Niishi kwa mwaka 10 hakukuwa gisi ya kufanya commerce au Congo parce qu'il y a toujours des problèmes, des trucs. Mais cette fois-ci, je vais essayer vraiment si munanisikia kutafuta kufanya quelque chose na champagne yangu, kufanya quelque chose au Congo, puis une fois qu'on avance un peu,
avec mon champagne. Et bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis pour les Congolais de la diaspora, c'est qui sont tous les soirs les Congolais de la diaspora qui font des mariages tous les samedis, des fêtes, Voilà, tout ça. c'est ça. Donc il faut qu'ils soutiennent Yamado, leurs compatriotes. Tout à fait, parce qu'ici à Paboulaya, hakuna gisi ya mimi kufanya commerce Paboulaya, c'est pas possible. J'ai préféré kufanya commerce au Congo. Njo kwetu na munaweza kukuwa na fier na mie na resira hapa na turesire shibote. Njo mwisho. Donc il faut que les Congolais soutiennent. Il y a des grandes fêtes, des entreprises qui organisent des fêtes au Congo. Ben, vous achetez du parfum Yamado. Oui. Je parle du parfum, on est de parler du champagne. Voilà, vous achetez du champagne Yamado. Parce qu'il n'y a pas de différence. On a vu, c'est que des noms des étiquettes. Voilà, c'est le même vigne, le même sol, le même pressoir, le même principe, les mêmes règles, la même école. C'est vraiment, c'est que l'étiquette. Donc il faut soutenir Yamado. Vous êtes au Congo, dans la diaspora, vous avez vos mariages, dans les ministères, vous organisez des fêtes. Voilà, votre compatriote est là-dedans. C'est peut-être, à ma connaissance, la seule africaine. Je ne sais pas même s'il y a des Africains déjà. Je ne pense pas qu'il y en ait. Sinon, ça se saurait. Parce que c'est un nom d'appellation d'origine contrôlée. Donc, dans cette région Champagne, s'il y avait un autre Africain, ça se saurait. Donc, je crois qu'elle est seule. Et elle mérite tout notre soutien. Alors, Monsieur Terrien, on a visité la région, hein, c'était quand même assez intéressant. Et vous nous avez parlé des difficultés que vous avez par rapport aux taxes, aux impôts. Mais vous faites ce travail par passion. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier? Je crois que ça va être très très difficile pour les gens qui arrivent derrière nous. Parce que les successions sont pratiquement impossibles à faire, tellement que le foncier est élevé. Et je ne vois pas les jeunes comment on va pouvoir faire pour reprendre tout ça, parce que c'est minimum 30 ans d'endettement déjà pour faire la succession. Minimum. Vous voyez pas qu'en 30 ans vous n'avez pas de bénéfice. Hein. 30 ans sans bénéfice. Donc la vie c'est vite passé, hein. 30 ans c'est une génération. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui restera? Je me le demande comment on va pouvoir faire, c'est pas possible. Et pourtant vous faites l'honneur, c'est un des produits français les plus connus au monde. Et bon, je pense que et on vous laisse vous endetter pendant 30 ans sans bénéfice. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi vous le faites? Parce que ça vient de nos parents et puis voilà. C'est par amour en fait. Voilà, c'est une histoire de famille. Et ils savent très bien, nos dirigeants. Hein. Ils savent bien qu'on va s'accrocher à ce qu'on a. Hein. Alors ils en profitent. Hein. C'est des malins. Hein. C'est pas malin, mais... Voilà, alors pour terminer, vous n'êtes pas la personne la mieux indiquée à qui je posais cette question. Comment jugez-vous les cépages de cette année? Comment jugez-vous votre champagne de cette année? Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Parce qu'il n'y a qu'après la récolte qu'on sait ce que fera le produit. Dans le vin, le jus de raisin, il y a deux acides, l'acide maldique et l'acide tartrique. Pour que ce soit un bon vin, donc même un millésime, il faut que les deux acides soient à l'équilibre. Et cette année, bon, on n'en est pas loin, mais il y a un peu trop d'acide. Donc je ne sais pas ce que ça fera un millésime, je pense pas. Ça sera un bon vin, mais sans plus. Voilà. Il sera bon à boire quand même. Donc là, vous avez M. Terrien et Yamado, un couple franco-congolais qui sont dans le vin. Parce que c'est un produit qui intéresse beaucoup les Congolais. On a toujours dit aux Congolais, libérez-vous économiquement pour libérer votre pays. Et Yamado s'est libéré économiquement dans un domaine particulier. Précurseur ou précurseuse? Je ne sais pas, bon. Vous allez accorder vous-même. Précurseur. Voilà. Donc, précurseur, elle a tracé les sillons. On espère que beaucoup de gens suivront derrière. Et vu les climats qu'on a au Congo, par exemple au Kivu, on peut reproduire la même chose. La même chose. Vous faites quoi, madame? Là, je suis à des vendanges. Et cet instrument, c'est quoi? Ça, c'est le grappe de raisin. Ça, c'est les grappes de raisin. Et ça que vous avez en main? C'est sécateur. Le sécateur. Et ça, c'est un geste quand même précis que vous faites. Hein? Voilà, tout à fait. C'est des habitués. Oui. Tranquille. Et ça vous prend combien de jours comme ça? Parce qu'il y a une période où vous ouvrez les vendanges. Ça prend combien de jours? Pour une semaine. Une semaine. Nous, c'est une semaine. Et ça demande combien de gens pour que vous le fassiez? Bon, ici, nous, on a 11 personnes.
11 personnes et ils travaillent pendant une semaine. Une semaine. Ah mais ça doit être très dur, vous êtes toujours penché. Penché comme ça, c'est pour ça que j'ai mal au dos, j'ai mal au... Et après, vous les envoyez où? Tout ça là, dès qu'ils ont fini de couper là, oui. Ça va au pressoir. Au pressoir, c'est ici, là, tout près, ce qui mon mari il avait envie de vous faire voir. Oui. C'est plus loin là-bas qu'il y a un pressoir qui met tout, et puis ils écrasent, et puis les gires récupèrent et ils ramènent ça chez moi, où on a été tout à l'heure. D'accord, et après là-bas, ça poursuit tout le processus qu'on a vu dans la cave. Et ça prend combien de temps, tous ces processus, depuis les vendanges? Ça peut prendre combien de mois? Oui, depuis que vous finissez, vous le faites en une semaine? Oui, une semaine. Les vendanges? Les vendanges. Et après, les champagnes, vous l'aurez peut-être dans 6 mois? Dans 6 mois, dans 6 mois. Dans 6 mois. Ok. Dans 6 mois. Et là, vous pouvez... Ça, c'est du cépage, ça, c'est des vignes noires? Ça, c'est du noir, c'est du noir. Parce qu'il y en a du noir et du blanc. Le pigné, le minieux. Oui. Et puis les chardonnays. Ah d'accord. Ok. Intéressant à savoir. Je suis avec Alexandra Ariel Serrien. C'est la fille de Mamadou. C'est une Congolo-française. Elle a fait des études commerciales aux États-Unis, à Los Angeles. Oui, c'est ça. Et elle va un peu nous parler de sa mère, de ses études, d'elle, dans les cadres de Congo qui gagne. Bonjour mademoiselle Alexandra. Bonjour. Vous êtes la fille de Mamadou, une dame vertueuse qui a fait étudier son enfant aux États-Unis. Pourriez-vous nous dire très rapidement votre parcours? Alors du coup on a toujours fait, moi, ma soeur, vu qu'on est jumelles, des écoles privées. Oui. Et après, du coup, le lycée, j'ai fait un BTS commerce international à Reims, Libergier. Après, j'ai voulu continuer mes études de commerce, donc du coup, je suis partie à Neoma Business School à Reims, donc c'est une école de commerce. Du coup, c'était un peu le management, commerce international. Et après, j'ai suivi mes études dans une autre école de commerce à Kedge Business School, qui est aussi ce sont 2 grosses écoles en France qui sont bien réputées. Et ça m'a permis d'aller à Los Angeles pour finir mon stage de fin d'études, ou toujours spécialisé dans le vin. Alors là, il y avait une espèce de petit calcul. Maman était dans les vins et spiritueux. Oui. Donc, on avait peut-être besoin d'une personne pour gérer tout ça, qu'on vous a prédisposé à faire ce genre d'études? Non. Ou c'était par vocation? Non, parce que notre mère nous a toujours dit de faire ce qui nous passionnait et que du coup, si on se mettait dans des études qui nous plaisaient, forcément on allait donner le maximum. Donc elle nous a jamais vraiment poussé dans le champagne ou le vin. Et au final, moi et ma soeur, on voulait pas du tout être dans ça. On voulait suivre ce qu'on aimait. Donc moi, j'aimais bien le marketing, ma soeur, elle aimait bien le droit. Et au final... Et elle a fait le droit en Australie? Oui. Et du coup, en fait, elle a fait ses études de droit et la dernière année, elle devait choisir une spécialisation. Et au final, elle a choisi la spécialisation vin et spiritueux. Donc au final, peut-être que le destin a fait qu'on s'est dirigé vers ça, parce que moi, tous mes stages que j'ai choisis, je les ai choisis en maison de champagne. Et ma dernière année aussi d'école de commerce, mon dernier stage, il a été dans les vins et spiritueux. Alors, avant de revenir personnellement sur vous, c'est facile de se séparer comme ça avec sa sœur jumelle. Il y en a une à Los Angeles, l'autre en Australie. C'est 2 bouts du monde, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais on a toujours... maman, en tout cas, elle a toujours voulu nous dire faites votre propre expérience, soyez pas tout le temps collés, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive dans le monde du travail, on est obligé de s'adapter à tout le monde et d'être flexible. Donc du coup, au final, je sais pas, moi je voulais partir à Los Angeles et ma soeur, elle est un peu plus Australie, moi c'était les États-Unis. Donc au final, je suis partie. Et ma soeur ne devait pas partir à ce moment-là, mais elle a senti le besoin en fait de partir au même moment que moi. Donc au final, elle est partie là où elle voulait, en Australie. Alors, vous avez étudié aux États-Unis. Comment avez-vous vécu le choc? Vous êtes parti de la France, un pays latin. Vous arrivez aux États-Unis. Bon, Los Angeles, on parle un peu de l'espagnol et tout ça, mais c'est quand même les États-Unis. Comment avez-vous vécu le choc? Le choc, il était quand même positif, le choc, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir partir dans des pays comme ça coûte très cher.
Et les gens pour moi, je les ai trouvés super et je me suis adaptée. C'était difficile au début parce que je suis aussi très proche de ma famille, il y a un décalage horaire de 9 heures. Et j'ai toujours ma mère au téléphone, donc il faut trouver un moment où elle travaille pas, où elle n'est pas occupée par mon petit frère. Moi, je vais travailler tous les jours, donc au final, on essayait de trouver des horaires où on pouvait s'appeler tout le temps. Si j'avais un problème, elle était toujours là pour moi. Et non, moi j'ai adoré la vie là-bas. J'avais ma sœur tout le temps en FaceTime aussi, donc du coup on est jumelles, mais au final, malgré la distance, on restait tout le temps en contact. Et non, j'ai apprécié, j'ai fait des rencontres extra, j'ai encore des contacts. La langue, il y avait Malibu qui était juste à côté. C'est des choses qu'on voit dans les films. Au final, on se dit, est-ce que c'est que dans les films? Et quand on arrive là-bas, on se dit, mais non. C'est comme un film français, c'est exactement la même chose. Donc, Et lorsque vous évoquez Malibu, on voit vraiment quelqu'un qui vise les hauts parce que vous ne parlez pas, par exemple, de Compton. Non, non. Parce que du coup, non. Bon, Compton, c'est un mauvais quartier de Los Angeles. Donc, elle vise Malibu, mais elle ne vise pas Compton. Non, parce que j'ai eu de la chance de tomber dans un bon quartier, c'était West Hollywood. Et c'est là où vous avez le boulevard de Hollywood. Voilà. Et non, j'ai eu de la chance de tomber là, que ma mère, du coup, ait fait tout pour que je sois bien, que je parte avec ce dont j'avais besoin. Et voilà, je suis tombée sur des bonnes personnes. Et je pense aussi que c'est grâce aux valeurs aussi que ma mère nous a inculquées, parce qu'au final, elle nous a toujours dit faites le bien autour de vous, quoi qu'il arrive, vous serez récompensés. Il y a des gens qui sont peut-être méchants ou quoi, il faut toujours dire merci. Être poli, etc. Et au final, c'est vrai que ça m'a servi là-bas, j'ai été polie. Peut-être que c'était différent des autres personnes, donc je passais peut-être plus facilement. Et tout ça, c'est grâce aux valeurs qu'elle a pu m'inculquer. Alors vous, quand on vous regarde, vous êtes une belle personne et vous avez une très belle taille. On a appris que vous étiez aussi mannequin. Oui. Hollywood, c'était juste à côté. On ne vous a pas recruté pour un film, voilà. Non, parce qu'en fait, j'ai toujours aussi gardé en tête que c'est les études avant. Donc là, j'étais en stage, donc je travaillais, mais j'ai fait tous les soirs avant le travail, je faisais des photoshoots et des vidéoshoots. Donc j'ai pu entretenir mon book, rencontrer des photographes, faire des shootings à Malibu, à Hollywood, partout. Et le retour d'expérience maintenant ici par rapport à vos études, par rapport aux études de votre sœur, par rapport à ce que votre maman fait, comment avez-vous fait la jonction, ces retours d'expérience? Vos études vous ont-elles servi, à part vous en tant que personne, pour votre vie, ont-elles servi à l'entreprise de votre mère? Je pense que oui, parce que donc, ma sœur elle est dans le droit, donc elle connaît tout ce qui est dans le droit, les contrats, etc. Elle s'est spécialisée dans le vin, donc elle voulait faire, je pense, la contrefaçon du vin, mais c'est toujours des choses en plus pour lancer peut-être une entreprise. Moi, commerce, je pense que c'est les meilleures études pour pouvoir vendre du champagne à l'étranger. Tous mes stages, je les ai faits en tant qu'assistante commerciale export. Donc en fait, j'ai pu voir à peu près comment les maisons de champagne faisaient pour pouvoir commercialiser. Les différentes approches par rapport aux différents continents. Et donc du coup, je pense que c'est un plus si ma mère voulait commercialiser son champagne quelque part. Pour terminer, vous êtes une congolo-française et là on s'adresse essentiellement au public congolais. Votre maman vous a-t-elle inculqué la culture congolaise, les valeurs congolaises? Quand on dit Congo, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Je pense pas que ce soit dans un pays qui ait certaines cultures. Si ce n'est que le fait que je pense les gens là-bas sont peut-être plus souriants, voient la vie peut-être différemment d'ici. Ici peut-être qu'on se plaint beaucoup trop et là-bas peut-être que voilà, on sait d'où on vient, on n'oublie pas d'où on vient et quand on réussit, on n'oublie pas qu'il faut aider peut-être la famille, rester toujours en famille. Et je pense que quand je parle du Congo ou quand je parle du côté de ma mère, c'est la famille, c'est la famille en fait la valeur. C'est tout le temps, il faut aider sa sœur, il faut aider son frère, faut aimer son pays, aider son pays, voilà. Et mettre peut-être ses compétences. Voilà. Joli,
Intelligente, belle, congolaise et française, voilà mon résumé d'Alexandra. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ne peut pas s'échapper. C'est la prise de mousse. C'est par la deuxième fermentation en bouteille que le champagne naît. Ça prend à peu près 5 à 6 semaines. Et après, il n'y a plus de sucre. Eh bien, les levures, ils meurent, ils font un dépôt dans la bouteille. Et ça, je peux vous montrer. Le nombre, excusez-moi, le nombre de cuves, il est lié aussi par rapport aux parcelles d'où vient le cépage. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Donc, on cueille toujours chaque parcelle séparément. Donc, les 3 cépages, les différentes crues, ce n'est jamais mélangé. C'est pour ça qu'on a autant de cuves. D'accord. Attention à la tête. Est-ce que vous voyez ici le dépôt dans la bouteille? Vous voyez? Oui. Ce dépôt, c'est ça qui est le plus important. Tout ce que les racines ils ont été chercher dans le sous-sol ne peut se développer qu'à travers le dépôt. Le moment que vous dégorgez, que vous enlevez le dépôt, et c'est là que je vous rejoins la différence entre vin et champagne, le moment que vous enlevez le dépôt, le vin, le champagne est stabilisé. Il va rester pareil pendant 2 ans, maximum 3 ans, et après il descend. Une bonne bouteille de vin chez vous à la maison, elle peut monter pendant 10-15 ans. Le champagne, chez vous, non. Le champagne ne peut se bonifier qu'à travers le dépôt. Et chez vous, à la maison, il n'y a plus de dépôt. Voilà la grande différence entre vin et champagne. D'où l'utilité de le boire en déant les 3. Voilà, exactement, il faut le boire. Il ne faut pas le garder. Le champagne de 2012, il n'est plus bon. Si, parce que voilà. Donc ça, c'est très important, hein, ce dépôt. Le plus de temps qu'il est à l'intérieur, le mieux qu'il se bonifie. Et toutes les bouteilles que vous voyez ici, regardez, il y a énormément d'informations, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le VM00. Ça veut dire vendange millésimé 2000. L'année 2000. Mis en bouteille, printemps 2001. Ça fait 18 ans que les bouteilles sont couchées là. Et 3-4 fois par an, le maître de cave prend quelques bouteilles, il enlève, il dégorge le champagne, je vous expliquerai comment il fait, il enlève le dépôt et il goûte. Si eux, ils disent qu'à travers le dépôt, le vin, le champagne peut encore monter, on va attendre. Si eux, ils décident, là, il est au top, on va le préparer pour la vente. Pour la loi française, et là, je vous reviens à 2012, pour la loi française, le non millésimé, celui avec des vins de réserve, doit vieillir comme ça, avec le dépôt, minimum 15 mois. Nous, on le fait 3 ans. Et le millésimé, pour la loi française, doit vieillir minimum 3 ans. Nous, on est à 4 ans et demi. Parce que tout ce que le vin, le champagne, à ce moment-là, a besoin, c'est du temps. Donc, 2012, mis en bouteille, printemps 2013. Nous, on le garde 5 ans en cave. 2013, 2018. Donc là, il est encore 3 ans bon à boire. 2018, 2019, 2020. D'accord. D'accord? Okay. Très bien. Donc quand vous voyez un millésimé sur la bouteille, il faut toujours vous dire qu'il a, déjà, c'est l'année des vendanges qui est marquée dessus, pas l'année qu'on a mis en bouteille, l'année des vendanges. Donc déjà 6 mois de plus pour mettre en bouteille, et après encore minimum 3 ans pour la loi française. Donc un vin de 1950, il peut être bon, mais le champagne de 1950 n'est plus bon. Aussi longtemps qu'il n'est pas dégorgé, parce que je vais vous montrer des bouteilles dans notre table au fond, qui ne sont pas dégorgées, ils sont toujours bons. Aussi longtemps que le dépôt est à l'intérieur, il est toujours bon. Le moment que l'on a enlevé, c'est fini. D'accord? Merci. Hein? Ok, je vous en prie. Alors, oui, merci.
Attention la tête. Oui, oui, fais ça vite. On n'est pas si grand. Il est grand. Je vois que tu es... Oh non. J'arrive à me mettre. Dans la famille, il y a 2 mètres de gap. Ah, mais là, je ne savais pas que tu étais... On aurait dû te préparer un fauteuil. C'est un handicap. Alors, vous voyez ici, le maître de cave, il dit, là, les bouteilles, ils sont au top. La forme de la bouteille n'a aucune incidence sur... Non, c'est l'assemblage à l'intérieur. On peut mettre cet assemblage dans une bouteille normale, elle vieillira autant. Hein? Donc, le maître de cave, il dit, les bouteilles sont au top. On va les mettre sur pupitre et on va les marquer. Et donc, on va les laisser se reposer une dizaine de jours et après, on va commencer à tourner. Un peu droite, un peu gauche et on va lever. Et petit à petit, le dépôt, il va glisser dans le col de la bouteille. Et derrière vous, là-bas, vous voyez, toutes ces bouteilles, ils ont été déjà tournées. Le dépôt, il est en bas et là aussi, vous voyez, c'est l'année 2000. Donc ces bouteilles, pardon, ils vont être prêts pour 1er janvier cette année. Ce n'est pas le même assemblage dans cela que celle que je vous ai montrée là-bas. Pourquoi? Parce que ça, c'est le maître de cave qui va décider. Mais là, c'est 2000 et là, c'est 2000 aussi. Oui, mais on a tellement de petites parcelles, tellement de différents vins, qu'on peut faire un assemblage qui va vieillir plus rapidement l'un que l'autre. Ça, c'est le travail du maître de cave. Donc ça, tous les jours, il passe à tourner toutes ces bouteilles. Exactement. Waouh, c'est un travail. Oui, mais je vais vous montrer que c'est plus facile. Là, c'est les viens Oui, oui, oui. Là, regardez, je vais vous montrer. J'ai le bois. Attention la tête, Alexandra, Kevin, vous êtes en danger. Regardez, ici, là, vous avez le dépôt. Dans les grandes bouteilles, on peut bien voir le dépôt. Vous voyez le dépôt? Hein? Ce dépôt-là, c'est très acre, très acide, très amer. Donc ça, il faut absolument que ça soit en dehors de la bouteille. D'accord? Donc là, la bouteille, elle est comme ça. Hein? Elle est sur pointe. Le dépôt, il est là. Mais si on ouvre la bouteille, avec la pression, la deuxième fermentation, vous ouvrez une bouteille, il y a une pression. Donc si vous ouvrez là, tout part. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'eau avec beaucoup de sel. Et quand vous mettez beaucoup de sel dans l'eau, ça ne gèle pas à 0, ça gèle à moins 23. Donc là, vous plongez que le col de la bouteille dans ce saumure, très chargé. À l'intérieur, il n'y a pas de sel. Donc à l'intérieur, vous avez un glaçon, ça gèle. Et le dépôt, il est pris en glace. On va retourner la bouteille, on va enlever la capsule et la pression va expulser le glaçon avec le dépôt. Et on a un vin clair. Wow. C'est facile, hein? N'est-ce pas? Il fallait trouver. C'est facile, mais il fallait trouver. Mais pour le vin, il faut garder le dépôt. On peut le boire avec le dépôt. Non, c'est vraiment très acre. Acide, acre, c'est vraiment... Si vous nettoyez votre intestin, vous pouvez le boire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... C'est comme du marc de café un peu. Oui. Vous voyez? Très... Oui, j'ai du mal. Acide, acre, vraiment, ça... Ça arrache, quoi. Ah oui, oui. Mais pourtant, les Romains disaient « dulcis in fundo », c'est-à-dire la douceur se trouve au fond de la bouteille. Oui, mais c'était pas une deuxième fermentation. On parle pas de champagne. C'était du vin, c'était pas du champagne. C'est ce que j'ai demandé pour le vin. Ah, pardon, désolé, je suis désolée, monsieur, je n'avais pas suivi. J'ai demandé pour le vin, est-ce que c'est bon de le prendre avec... Vous avez vous-même répondu à la question. Bah oui, parce qu'il semble qu'il y a du tanin là-dedans, et le tanin est riche en fer. Oui, tout à fait, mais c'est deux choses différentes. Le fer et l'âcreté, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. En vin, vous n'avez qu'une seule fermentation. Donc, automatiquement, les ferments, ils ont été transformés en alcool. Il n'y en a plus. Et donc, tout ce qu'elle a pu donner, ces fers, toutes ces minéralités, sont présents, comme vous dites, dans le vin. Ils sont bien présents, exactement. Par contre, dans le champagne, on va avoir une deuxième fermentation. On rajoute des levures. Et ces levures-là, ils ne peuvent plus partir, parce qu'ils vont juste transformer en alcool et en bulle. Et après, ils vont faire le dépôt, ce que je vous ai montré là. Donc ce dépôt, ça, il faut le sortir, parce qu'autrement, ça va être mauvais.
Parce que c'est déjà une deuxième étape que vous, pour le vin, vous ne l'avez pas. D'accord. Est-ce que c'est un peu clair? Oui. Oui, ça va? Bien. Hein? Parce que je ne suis pas spécialiste en vin. Alors, ma question c'est, pourquoi doit-on prendre les champagnes dans une flûte? Y a-t-il une raison spécifique? Oui, oui, tout à fait, exactement. Alors, les bulles, oui. Ils amènent tous les arômes. Donc, la sous-sol a donné plein d'arômes et les bulles, ils en amènent. Donc, maintenant, on n'a plus vraiment les flûtes droites, on a un peu les ballons. Ils sont un tout petit peu ronds, parce que, et on prend des verres un tout petit peu plus grands, et on va verser un tout petit peu plus que la moitié. Parce que comme ça, les bulles, ils emmènent, et après, ils circulent en haut du verre, parce qu'ils sont enfermés. Et là, ça vous donne l'arôme pendant une dizaine de minutes. La raison. Pour avoir un deuxième plaisir. Un premier plaisir, quand on boit du champagne, c'est la couleur. Une légère couleur, légèrement dorée, avec des fines bulles. Le deuxième plaisir, c'est le nez. Et le troisième, c'est le palais. D'accord? Est-ce que ça va comme ça? Donc là, ici, on est devant la vinothèque. Donc c'est la librairie de vin, hein, c'est la même chose. Et donc là, comme vous voyez, la plus ancienne bouteille, c'est 53. Mais elle a été dégorgée. Donc c'est là, monsieur, elle n'est plus bon à boire. Hein? Mais tous les autres, vous voyez, ils sont sur pointe ou couchés. Ils ont encore tous les dépôts dans la bouteille. Et donc là, c'est vraiment la mémoire de la maison. Par exemple, 2003, les conditions climatologiques de 2003, ils étaient presque identiques en 2018. Donc notre maître de cave, il a pris une bouteille de 2003, il a dégorgé et ils ont goûté pour voir sur 15 ans l'évolution du vin. Pour le futur, pour savoir comment est-ce que ça va évoluer. Hein? Ça, c'est le but de la vinothèque. D'accord? Ça vous convient? Il y a juste une bouteille, si vous avancez un tout petit peu, vous voyez, là, 75, ils ont été dégorgés. Regardez, avancez vous. Mais il y a l'archer ici en avant. Et vous voyez, les bouteilles, ils sont presque vides maintenant. Parce qu'une fois que vous dégorgez, que vous mettez le bouchon de liège, ben, ça se vide, petit à petit avec l'âge. Donc ces 3 bouteilles ne sont plus bons à boire. Tandis que tous les autres, ils sont encore avec les dépôts. Hein? D'accord? Est-ce que ça va comme ça, monsieur? Je peux me permettre de fermer la lumière? Parce que les bouteilles, ils ont besoin de noir. Je peux me permettre? Ça veut bien marcher. Voilà. Donc là, ici, vous avez donc les bouteilles. Donc la première, ici, la meilleure bouteille toujours en champagne, c'est le Jéroboam. En vin, c'est le Magnum. Pour le champagne, c'est le Jéroboam. C'est pour ça que nous, on fait le champagne jusque-là. Si on a besoin des bouteilles plus grandes, on va transvaser du bouteille normale dans les grandes bouteilles sous vide, pour ne pas perdre de but. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Tout simplement, la pression ici de 11 bars, ça augmente. Donc le verre doit être tellement épais que le verre est plus cher que le champagne à l'intérieur. On n'est pas un marchand de verre, on est un marchand de champagne. Alors pourquoi celui-là est le meilleur alors? Ça a à voir avec l'équilibre entre le volume de vin, le sucre, les tanins, les levures et l'air. Les levures, c'est une bactérie. Elle a besoin d'air. Dans les bouteilles, il y a toujours une bulle d'air. Hein? Autrement, elle ne peut pas travailler, elle meurt tout de suite. Hein? Donc là, ici, l'équilibre, donc le col est plus large, l'équilibre est mieux là que là. D'accord, donc celui qui m'offre ça, il ne m'aime pas vraiment. C'est exactement ça. Dans les avions, c'est ce qu'ils donnent. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est le tout petit même, oui. Mais il y a quand même une raison que ce soit creux, le fond de bouteille. C'était dans le temps. C'est uniquement ça. Maintenant, on n'a plus besoin. C'était dans le temps parce que les bouteilles, ils étaient soufflées. C'est d'ici qu'ils commençaient à souffler, les bouteilles. Tandis que maintenant, les bouteilles, c'est 2 demi-coques qui sont collées ensemble. Vous savez, c'est des machines maintenant, hein, c'est plus du tout. Mais donc, on pourrait les faire, mais on a tellement pris l'habitude dans les services, dans les restaurants, de bien servir. Voilà, exactement comme ça. Donc, c'est pour ça. Mais ça n'a aucune incidence sur le plus ou moins bon vieillissement de la bouteille. Oui, c'est ce qu'on a toujours dit. Et j'aurais une question aussi. Vous dites le plus grand, le Nabucodonosor, oui. Ouais. Non, pas celui-là, au-dessus du Magnum, c'est le meilleur. Maintenant, si on ouvrait une petite bouteille, est-ce qu'on va voir une réelle différence entre les deux? On essaye de ne pas le faire. Donc, c'est-à-dire que là, ici, on ne le fait pas là-dedans. Hein. C'est l'inverse aussi. Hein. Oui, c'est en transvase aussi. Ça, oui, on le fait.
Donc, le seul moyen qu'on a pour donner à peu près la même qualité, c'est de laisser vieillir moins longtemps. Parce qu'il y a moins de volume, donc ça va plus vite. Ça, c'est les seules choses qu'on a la possibilité de faire. On essaye vraiment d'avoir la même qualité. Mais c'est pas toujours. Yamado, au mariage Alexandra, c'est ça ou rien. Si vous nous présentez autre chose, on refuse. On ne prend pas de risque. C'est vraiment, c'est un travail de toute une année. Voilà. Ça vous convient? On va goûter? C'est bon? On va s'asseoir. Tu parles comme si j'étais une... C'est super, c'est la vraie. Ça va, maître. Hein? Bah oui, on va déguster quand même. Parce que ici, ah oui, le rosé, vous avez raison, j'ai complètement zappé. Mince, zut. Eh ben, on va retourner 2 petites minutes devant les tonneaux, là, ici. Parce que justement, vous voyez que j'oublie des choses. Ah là là. Donc justement, ces tonneaux, on les utilise pour faire, donc, au mois de septembre, là, au vendange, on va faire 3 vins blancs séparément. Pinot noir, meunier, chardonnay. Et avec les raisins noirs de meunier, séparément, dans les petits cubes, on va les écraser et on va les laisser macérer 10 à 12 heures. Et après, on va presser et on va obtenir un vin rouge, parce qu'il est coloré par les tanins dans la peau, séparément. Et 6 mois après, avec les 3 vins blancs, au mois de mars, fin mars, début avril, avec les 3 vins blancs, les vins de réserve, on va assembler la sélection. À cette sélection, on va rajouter à peu près 15% de vin rouge. Si vous mélangez vin blanc avec du vin rouge, vous avez du rosé, rosé d'assemblage. Et en France, la Champagne est la seule région qui peut assembler du vin blanc fini avec du vin rouge fini pour obtenir un rosé, parce que c'est l'origine du rosé en France. Ah oui, les autres ne peuvent pas. Les autres, ils ne peuvent pas parce que ce n'était pas leur origine. Mais pardon. Il y a le mousseux aussi. Oui. Mais je ne sais pas, le mousseux, comme maintenant on est dans la différence entre le vin et le champagne, donc maintenant on peut aussi se permettre d'ajouter le mousseux dans tout ça. Parce que les gens, des fois, disent, en buvant le mousseux, dire qu'ils boivent du champagne. Alors que ce n'est pas du champagne. Alors, dans les mousseux, il y a des très bons, il y en a des moins bons. Il y a 2 méthodes de faire du mousseux. La première méthode, c'est tout simple. C'est-à-dire que là, ils vont cueillir les raisins, ils vont faire un vin, et en mois de mars à peu près, ils vont faire comme avec de l'eau, ils vont injecter du CO2. Ça, c'est un mousseux de bas de gamme, parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Ça, c'est un mousseux qui est pas très cher, et il n'a pas beaucoup d'arômes. Qu'est-ce qu'ils font pour que les gens l'aiment quand même? Ils vont mettre beaucoup de sucre. Parce que le sucre, ça vous masque les papilles. Vous n'arrivez plus à goûter. Donc le plus de sucre que vous mettez, les gens ils aiment bien, mais maintenant la médecine nous dit quand même qu'on mange beaucoup trop sucré. Donc voilà, ça c'est la première méthode, tout simple. La deuxième, ils font comme du champagne, c'est-à-dire une deuxième fermentation en bouteille. D'accord? Et donc là, on a des très bons créments, des mousseux, des créments qui sont vraiment très bons. La grande différence, c'est le sous-sol. Ah, oui. Ils n'ont pas toutes les minéralités et c'est toujours plus sucré que le champagne, justement pour masquer qu'ils n'ont pas ça. Voilà. Mais souvent les gens, ils préfèrent, ils disent que le champagne est un peu trop acide. Mais le champagne est à l'origine un peu cet acidulé, est là justement parce que ça ouvre l'appétit. On peut goûter, on peut vraiment avoir tous les arômes qui sont présents. Alors, dans la foulée, maintenant, les cognacs, c'est quoi? Alors, un cognac, donc c'est aussi fait des raisins. Hein, quand vous allez sur cognac, vous avez un autre type de raisin. Hein, ce n'est pas les mêmes raisins. C'est un autre type de raisin. Et donc, ils vont donc cueillir et ils vont faire un vin. Un vin, normalement. Hein, et ce vin, il va être distillé dans une distillerie. Et ce vin, une fois que vous l'avez distillé, vous avez du cognac. Voilà.
Donc, ce n'est pas une fermentation, c'est une distillation. Et qu'on sert avec une coupe, disons, couchée. Oui, exactement. Une deuxième phase, c'est ça qui donne les pâtes à café. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cépage, et château-thierry. Donc, en fait, prenons le cas. Les terriens, ils ont leur cépage. Qu'est-ce qu'ils font? Comment on fait l'étiquetage? Est-ce qu'ils peuvent étiqueter à leur nom, ou bien panier, ou bien... Alors, donc, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend vraiment ce que le propriétaire du terre... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça dépend vraiment de ce que le propriétaire y veut. C'est-à-dire que ma belle-sœur, par exemple, elle a pris sa retraite l'année dernière. Elle avait 72 ans, elle a travaillé tard. Mais son fils, elle a eu tard et il a eu des enfants tard. Donc son petit-fils n'a que 15 ans pour le moment. Il est trop jeune. S'il vous plaît, on n'arrive pas à suivre. Il y a des... Donc il est trop jeune pour reprendre. Donc elle est venue dans une coopérative où elle a signé un contrat. Normalement, c'est pour 5 ans. 5 ans qu'elle va donner donc la possibilité à la coopérative de travailler et d'utiliser tout ce que la terre elle va donner. D'accord? Dans 5 ans, elle peut le reprendre pour, si son petit-fils il décide de reprendre. Maintenant, elle peut aussi dire, ok, vous travaillez pour moi, mais disons 80% des raisins que vous récoltez, vous pouvez les utiliser pour panier par exemple. Mais 20%, moi, je veux toujours avoir mon nom, mon champagne à mon nom. Donc, elle va être ensemble dans une cuve avec 2, 3 vignerons qui vont avoir exactement le même champagne. Et là, elle peut avoir les bouteilles à son nom. Donc, en fait... Et les 80%, eux, ils vont être totalement différents. Ça va être les vins de panier. D'accord. Donc, en fait, la totalité du processus que vous nous avez expliqué ici. Oui. Donc, Madeleine peut amener son cépage et avoir 20% de son vin avec ses étiquettes et le reste, ses étiquettes, paniers. Exactement. Et c'est donc comme ça que Moët Chandon, Moum, etc., c'est comme ça qu'il fonctionne. Exactement, exactement. Il fonctionne énormément comme ça. La belle-sœur, par exemple, elle a dit non, pas pour le moment, je ne veux pas 100% par la coopérative. C'est exactement comme ça. Moët et Chandon, pas Moët, mais Veuve Clicquot, par exemple, ça je sais très bien, j'ai travaillé chez eux, donc je sais très bien. Ils sont propriétaires de 1200 hectares. Ils ont besoin de multiplier par 3 pour les récoltes. Donc tout ça, c'est des contrats avec les vignerons qui livrent chez eux et qui font donc leur vin. Ils font donc, mais ils ont un cahier de charge très sévère. Il faut vraiment que tout est très contrôlé. Mais c'est exactement comme ça que ça marche. Mais quand on va presser le raisin, à ce moment-là, on fait comment? Chacun presse différemment C'est donc, une presse, c'est 4000 kilos. 4000, 8000, 12 000 kilos. On n'a pas le droit, c'est toujours... Hein. Et sur une presse de 4000 kilos, on a 2550 litres de jus qu'on peut avoir. On ne peut pas avoir plus ou moins. Tout ça, c'est par l'État, c'est défini. Donc, automatiquement, 4000 kilos, vous avez rapidement 4000 kilos. Donc, ce jus-là, il va venir dans une cuve. Et là, après, vous décidez, nous, c'est ça, notre ligne de conduite. Nous, on veut ça comme champagne. Donc, on va se mettre ensemble, parce qu'une grande cuve de 30 000 hectolitres, ben, c'est pas assez. Donc, on va être peut-être 4, 5, 6, 10, 12 petits vignerons qui vont être ensemble. Eux, ils vont exactement avoir le même champagne. Que ce soit sur votre nom, sur votre nom, sur le mien, ça va être exactement le même. Mais les autres 80%, eux, ça va être sur le nom de la coopérative où ils sont. Totalement différent. Très bien. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Pour nous, c'était un honneur et une fierté d'avoir été avec ces couples, surtout avec Yamado qui nous fait honneur. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir les Congolais. Merci. Au revoir les Congolais.